Bonjour à tous, effectivement donc Fanny Pontan, je suis membre de l'équipe de coordination des contrats de transition écologique du ministère. Je suis ici pour vous présenter la démarche et je finirai mon intervention par quelques exemples pour montrer en quoi ces contrats peuvent aider à la mise en œuvre d'actions, donc notamment de MNRE. Alors, effectivement, c'est un dispositif assez récent, donc je préfère commencer cette présentation par vous présenter le dispositif. Donc un CTE, donc un contrat de transition écologique, c'est avant tout un contrat volontaire qui fixe les engagements d'un territoire en matière de transition écologique. Les signataires de ce contrat sont l'État, ses opérateurs et établissements publics, donc notamment l'ADEME, la Banque des territoires, les agences de l'eau, le CEREMA, l'AFD, lors de territoires outre-mer, et les collectivités locales. Donc ça peut être un ou plusieurs EPCI, accompagnés des départements de la région ou de syndicats type PNR, syndicat des eaux, pays, etc. Mais le pilotage au niveau collectivité est au niveau d'un ou de plusieurs EPCI. La durée de ce contrat est de 3 ou 4 ans. Et l'idée vraiment de ces contrats, c'est qu'ils soient menés en co-construction entre l'État et les collectivités. C'est un partenariat entre l'État local et les collectivités, avec pour objectif donc, que l'État se mette en mode projet, c'est-à-dire en équipe, avec un référent dans chacun des opérateurs, dans chacune des directions déconcentrées, au service des projets. Avec une idée de guichet unique. Donc on a notamment des référents par exemple dans les DREAL, dans les DRAF, dans les directs, au niveau du SGAR, des binômes de référents localement au niveau DDT et sous-préfecture, et puis bien sûr des référents au niveau ADEME, CEREMA, etc. Le contrat est évolutif, c'est-à-dire que c'est une première version de ces contrats qui est signée au bout de quelques mois, à peu près 6 mois d'élaboration. Et ensuite, avec accord de tous les partenaires locaux, les collectivités peuvent ajouter des actions au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est de ne pas mettre en compétition les projets au moment de l'élaboration, à la première élaboration du contrat, puisque finalement, ce contrat, il est signé une fois qu'il y a des actions qui sont vraiment très opérationnelles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être lancées dès le lendemain de la signature du contrat. Donc ces actions sont financées avec un porteur, un calendrier, des indicateurs de suivi, etc. Donc pour certaines actions plus complexes, ça peut nécessiter plus de temps que 6 mois d'élaboration. Et donc l'objectif de ce dispositif, c'est qu'il est vraiment transversal et ensemblier de beaucoup de politiques publiques, que ce soit au sein du ministère ou de d'autres ministères. Il n'y a pas d'axe de travail imposé au niveau national, c'est vraiment la collectivité et ses partenaires qui décident en lien avec l'État ce sur quoi elle souhaite travailler. Et donc l'idée de ces contrats, c'est, comme je vous le disais, d'avoir une mobilisation coordonnée au service des idées du territoire, et donc d'aider à la sortie de projets très concrets. Les grands objectifs de ce dispositif, c'est tout d'abord de démontrer par l'action que l'écologie peut être un moteur de l'économie. En développant, désolée, c'est un peu coupé, ouais. En développant notamment l'emploi local par la transition écologique. Donc un des objectifs de ces CTE, c'est de mettre au cœur du dispositif les acteurs socio-économiques, donc les associations, les entreprises notamment, et de ne pas rester uniquement dans le dialogue public-public, donc collectivité et services de l'État. Donc voilà, ça fait le lien avec le deuxième grand objectif du dispositif, c'est-à-dire agir avec tous les acteurs du territoire. Et un des troisièmes objectifs, c'était d'accompagner de manière très opérationnelle les situations de reconversion industrielle en cas de fermeture d'usines, notamment par des dispositifs de formation professionnelle, de reconversion de sites. On travaille beaucoup avec les directs sur ces enjeux-là. Donc voilà, quelles exigences de dispositif, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Donc vraiment l'idée d'avoir une coordination au sein des services de l'État avec un pilotage préfet ou sous-préfet d'arrondissement concerné pour organiser une mobilisation coordonnée de l'ingénierie et des financements de droit commun existants. Il n'y a pas de ligne de financement supplémentaire pour les CTE. Par contre, on se rend compte que les CTE sont je vous montrerai les chiffres tout à l'heure, mais sont un bon effet de levier pour trouver les différentes subventions publiques qui existent, mais aussi amener des financements privés sur des actions de transition écologique.
Une autre possibilité qu'offrent ces contrats, c'est des possibilités d'expérimentation sur des projets très précis, avec notamment le dispositif France Expérimentation ou les droits d'expérimentation des préfets. On a notamment des cas sur l'eau, sur la partie réutilisation des eaux usées traitées. On a aussi donc un autre grand aspect de ces contrats, donc c'est d'avoir un portage et une animation à la charge des collectivités, mais vraiment en partenariat avec l'État qui est co-signataire, des actions opérationnelles et notamment aussi des indicateurs de suivi et d'évaluation. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup et on continue de travailler parce que c'est pas un sujet facile sur le suivi et l'évaluation de nos politiques publiques. Mais pour cela, on a mis en place une plateforme collaborative qui permet notamment pour l'instant de piocher dans une banque de 250 indicateurs qui étaient préexistants dans d'autres dispositifs. Et avec l'accompagnement notamment du CEREMA, l'idée étant de se fixer des objectifs à 3-4 ans et annuellement d'essayer de voir dans quelle mesure on les a atteints. Alors cette démarche, elle est relativement récente, elle a été annoncée en juillet 2017 dans le cadre du plan climat. Elle a été lancée par Sébastien Lecornu à l'époque. Elle a été reprise depuis par Emmanuelle Wargon, donc la secrétaire d'État, qui a souhaité déployer davantage le dispositif. Donc finalement, sur ce dispositif-là, on a eu une expérimentation de 18 mois, donc entre janvier 2018 et juillet 2019, durant laquelle on a lancé le dispositif sur 19 territoires qui avaient vocation à être relativement diverses en termes de collectivités concernées, en termes de... Voilà, il y avait des territoires de montagne, des territoires littoraux, des territoires ruraux, urbains, périurbains, etc. Et c'est avec eux qu'on a co-construit le dispositif. On a vraiment fait évoluer la doctrine avec eux et on a construit une boîte à outils numérique qui a permis ensuite le déploiement plus global de ce dispositif en juillet 2019 où on a lancé le dispositif sur 61 nouveaux territoires. Donc on a actuellement 80 territoires et on prévoit donc de lancer un nouvel appel à manifestation d'intérêt après les élections municipales, donc dans quelques mois. Voilà, donc les premiers résultats de février 2020, c'est que pour l'instant, on a 66 contrats signés sur les 80, sachant que les quelques-uns restants seront signés d'ici la période de réserve des municipales, donc d'ici le 24 février pour la plupart. Ça nous fait plus de 1000 actions, donc sur différentes thématiques. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu petit, mais... on a les thématiques eau, nature, biodiversité, les thématiques mobilité, agriculture et alimentation, énergie, économie circulaire, économie verte, aménagement et la dernière, j'arrive plus à lire, oui, service aux citoyens. Donc notamment là, il y a toutes les actions d'animation, les actions de tiers-lieux, les actions de sensibilisation, etc. Quand je vous disais que les CTE peuvent être un bon effet de levier, on se rend compte que donc pour des actions qui sont opérationnelles, c'est-à-dire pour les 1000 actions pour lesquelles on a un plan de financement, on a un porteur, on a des partenaires, on a un calendrier, on a des indicateurs de suivi, on a plus de 1,5 milliard d'euros de financement, dont la moitié sont des financements privés. Un quart sont à peu près des financements de collectivités et le reste sont un peu plus d'un quart des financements des collectivités, donc EPCI, départements, régions, et le reste donc des subventions de l'État, notamment ADEME, Banque des territoires, etc. Alors un petit focus du coup sur la thématique qui vous intéresse aujourd'hui. Donc il y a 14% des 1000 actions, des 1050 actions qui sont des actions eau, nature et biodiversité, dont 66% donc de ces 14%, ce sont des actions de connaissance, protection et de protection de la biodiversité et des milieux naturels, et 34% des actions de gestion quantitative et qualitative de l'eau, dont la partie gestion des risques. Donc je voulais terminer cette présentation en vous montrant un petit peu des exemples très concrets d'actions qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre des CTE. Alors avec un premier, donc la diapo est un peu lourde, mais c'était pour que vous puissiez avoir les infos quand vous aurez le PowerPoint. Je voulais faire un focus sur le CTE de Carcassonne-Aglo, qui est donc un CTE qui a été signé en début d'année et qui
a été lancé suite aux inondations du 15 octobre 2018, qui a vraiment été déclencheur sur le territoire d'une volonté de mettre en place une démarche d'aménagement résiliente, puisque ça a été des inondations catastrophiques d'un point de vue humain et matériel. Et donc à ce moment-là, on était encore en phase d'expérimentation du CTE et il y a eu notamment un déplacement d'Emmanuel Vargon sur le terrain qui leur a proposé aussi de se saisir d'une démarche type CTE pour mettre en place du coup cette stratégie, cette démarche qu'il voulait mener. Il y a 4 axes de travail sur ce CTE. La première, c'est reconstruire le territoire de façon exemplaire vis-à-vis du risque inondation. La deuxième, c'est s'adapter aux aléas hydroclimatiques et renforcer la résilience du territoire. Et les 2 autres axes sont engager le territoire dans une économie de la transition et conserver la mémoire du risque. Donc, j'ai détaillé notamment plus les 2 premiers axes qui nous intéressent aujourd'hui parce que ça reprend en fait, je pense, un grand nombre d'actions dont vous avez discuté durant la journée. Le premier étant la création de quartiers exemplaires, notamment sur les quartiers qui seront détruits puisqu'en zone d'aléa ou les quartiers qui vont être réhabilités, revus à l'aune du risque inondation. Donc avec la prise en compte des effets du ruissellement sur le bâti existant et le bâti futur, des aménagements paysagers en lien avec les citoyens, notamment des espaces verts dans les quartiers à la place des quartiers détruits, des parkings plantés, des dynamiques de récupération des eaux pluviales, notamment des toits. Après, des démarches plus globales liées à la réutilisation des matériaux démolis, les démarches d'écoquartier, donc voilà, pas que liées à l'eau, mais dans une démarche exemplaire sur tous les aspects de la transition écologique. Le deuxième axe, qui est plus sur l'adaptation à l'aléa, est beaucoup centré sur la renaturation urbaine, avec la mise en place de ripisylves, la désimperméabilisation énormément, la gestion différenciée du coup des bords de cours d'eau avec le remettre en place des espaces de bon fonctionnement du cours d'eau et des zones d'expansion de crues, voilà, un parc urbain. Et travailler aussi sur tout ce qui est réduction de la steppe, enfin la STE, et évacuation des eaux pluviales. Après, les 2 autres axes sont assez intéressants puisqu'ils font aussi le lien avec l'écosystème économique local en s'intéressant à tout ce qui est Smart City et en s'intéressant à l'agriculture, qui est notamment en développant des circuits courts et en impliquant les agriculteurs dans cette logique de réduction du risque puisque notamment les zones d'expansion de crues peuvent toucher bien sûr leur culture directement. Et le 4e axe, pour boucler la boucle, c'est vraiment cette volonté de travailler avec le citoyen, notamment avec une approche sur l'art, pour conserver la mémoire du risque, et une approche avec des archives citoyennes, type vidéo, des vieilles photos, pour comment collectivement les citoyens et les habitants de ces 2 Carcassonne agglo essaye de maintenir, parce qu'on sait que la mémoire du risque est relativement courte, et comment est-ce qu'on essaye que cette démarche soit menée sur le long terme. Alors, pour finir, d'autres exemples de projets que je détaillerai moins, mais juste pour vous donner un petit peu une diversité de ce qui peut être mené dans le cadre des CTE. La première, c'est l'évaluation des services écosystémiques rendus par une rivière classée rivière sauvage dans le pays de Grasse. Donc là, par exemple, cette étude-là, elle est menée avec le CEREMA. Avec l'idée, c'est de quantifier la valeur économique de cette rivière, donc notamment pour la disponibilité de l'eau potable et tout ce qui est activité récréative. Ensuite, dans les morts, le massif des morts, il travaille sur limiter les ruissellements et l'érosion par la promotion de pratiques agricoles adaptées. Donc ça, c'est une action bien sûr liée à la GEMAPI dont on a parlé tout à l'heure, qui est menée par la Chambre d'agriculture, avec l'idée de se baser sur un diagnostic des pratiques culturales et d'accompagner les agriculteurs vers des actions permettant de limiter le ruissellement. Donc bien sûr, bandes enherbées, culture intermédiaire, limitation du ruissellement, notamment aussi en restaurant les fonctionnalités des berges, etc. Sachant que les morts, c'est une zone qui est très viticole, donc il y a des enjeux particuliers liés à ces cultures-là sur le ruissellement. Un autre exemple dans le Cotentin cette fois-ci, donc dans la Manche,
mettre en place un plan de gestion des haies et un groupe de travail bocagé. Donc on en a juste un petit peu parlé des haies juste avant. Là, l'idée, c'était, suite à leur travail sur la trame verte et bleue, ils souhaitaient vraiment réunir les acteurs spécifiquement sur cette filière haie, en travaillant à la fois sur la préservation et replanter des haies, et aussi trouver des nouvelles formes de valorisation de ce bois, notamment du bois énergie. Donc essayer de créer une filière aussi, un plan de gestion du bois énergie. En Occitanie, donc dans le bassin de Thau, ils souhaitent travailler plutôt sur la partie restauration hydromorphologique des cours d'eau, et notamment sur la partie lagune du bassin de Thau. Donc il y a un secteur prioritaire en termes d'atteinte du bon état. Et donc là, ils veulent travailler sur redonner un espace de bon fonctionnement, et puis la remise en état et la valorisation des zones humides. Dans l'Est, à Vitry, ils souhaitent, travailler sur le lien entre occupation urbaine, donc notamment les zones d'activité, et en essayant de les rendre plus vertueuses pour les zones d'activité existantes et en encadrant les futures zones d'activité, notamment donc en élaborant une charte de qualité environnementale où ils vont inciter les propriétaires et les utilisateurs de ces zones d'activité à désimperméabiliser, à mettre en place des aménagements paysagers et à travailler sur la gestion des eaux dans ces zones d'activité. À Besançon, donc dans le Doubs, ils travaillent sur l'arbre dans le contexte du changement climatique, dans une logique de réduction des îlots de chaleur urbains, et en travaillant sur la réutilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage et sur l'adaptation des espèces d'arbres au changement climatique. Et enfin, pour finir, donc, on a plusieurs CTE qui vont travailler sur les dispositifs de paiement pour services environnementaux, donc qui sont des dispositifs relativement récents où le cadrage est encore en consolidation, notamment grâce au financement des agences de l'eau. L'idée, c'est qu'on a au moins 3 ou 4 territoires dans le cadre des CTE qui souhaitent s'inscrire et être territoires un petit peu pionniers donc de ce dispositif de paiement. Donc, l'idée étant d'avoir une incitation financière des acteurs locaux, notamment agricoles, pour encourager des pratiques en faveur de l'environnement. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.